Test son, test. À Monza, la contre-performance Red Bull est très certainement la pire de la saison, voire même la pire depuis 4 ou 5 saisons. Alors c'est pas juste parce que Red Bull, pour la 6ème course consécutive, n'a pas gagné, oh là là dis donc. C'est surtout parce que Red Bull était la moins bien classée des top teams, et ça oui effectivement ça peut évoquer des craintes. Alors est-ce que Red Bull et Finito sont-ils rincés? J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de Red Bull, c'est pour dire la même... Monza n'était de toute façon pas un circuit qui allait leur convenir. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est un circuit bosselé où on attaque les vibreurs, Bakou c'est encore pire, donc on peut pas s'attendre à ce qu'ils reviennent à leur top niveau avant Kota, parce que Kota a été resurfacé, on attaque un peu les vibreurs aussi là-bas, mais l'un dans l'autre, je pense que c'est un circuit où la voiture sera plus à l'aise. Faut aussi rappeler aux gens quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air de comprendre ça, et je peux comprendre, il y a des nouveaux viewers, c'est que c'est pas tant que la Red Bull n'a pas de performance en elle, c'est que accéder à cette performance est compliqué. La Red Bull est très capricieuse. Tantôt elle est dans sa fenêtre de performance, ou là où les conditions sont optimales pour qu'elle bombarde, tantôt elle l'est plus. Et à l'inverse de Mercedes qui a connu un problème similaire et qui leur faisait perdre l'arrière, la Red Bull perd l'avant. La voiture devient non pas survireuse, mais sous-vireuse. Ce qui déjà la rend beaucoup plus lente, mais est un double handicap quand ton pilote numéro 1 est très clairement quelqu'un qui adore le survirage. Après, Checo préfère les balances sous-vireuses, c'est pas pour autant qu'il remonte dans le classement. Pour l'instant, Monza, ça reste anecdotique. Oui, ils finissent pas très loin l'un derrière l'autre, mais il y a quand même 30 secondes d'écart. Mais ça reste anecdotique, on peut pas tirer de conclusion long terme sur un seul Grand Prix. Rajoute à ça le fait que pour éviter de low-rider à mort, Red Bull est obligé de surélever la garde au sol au-delà de ce qui est, on va dire, conseillé pour leur fenêtre de performance, et que Red Bull n'avait pas un package spécifique à Monza, comme Ferrari ou Alpine par exemple, et qu'ils avaient plus un aileron arrière coupé au taille-ongle, et bah ils étaient mal barrés. Et ça malgré une stratégie à plusieurs arrêts qui aurait pu leur permettre de donner toute la perf et d'envoyer au diable la gestion des pneumatiques. En soi, un week-end à oublier. Peut-être même plus encore que les 5 précédents. Il faut comprendre un truc avec la Red Bull, c'est que les limitations qu'elle connaît aujourd'hui, bah elles datent pas d'hier. Et effectivement, quand t'as une voiture qui est tête et épaule devant tout le monde, malgré ses limitations, c'est plus facile à camoufler. Et la Red Bull de cette année, elle est pas, comme j'ai pu le lire absolument partout, plus lente. Plus lente relative aux autres, peut-être, plus lente tout court, non. La preuve, c'est que le temps de qualification de Verstappen, qui était bon pourquoi la 6ème position, la saison dernière, ça aurait été la pole. Non, l'étau s'est resserré autour de Red Bull, au point que là, à mon avis, leur tête, elle va éclater. La voiture n'est pas plus lente, c'est la concu qui est plus rapide, et c'est giga important de comprendre ça, parce que j'ai aussi vu des gens demander pourquoi ils reprennent pas juste sa voiture de l'an dernier en fait. Le souci principal selon Verstappen et Perez, c'est la balance, qui est, selon les deux pilotes, imprévisible. Ce qui est effectivement un problème quand Red Bull est commit depuis tant d'années maintenant à une balance survireuse plus. Alors si aujourd'hui la balance elle va vers le sous-virage, mais en plus qu'elle y va pas tout le temps et que c'est imprévisible, tu comprends le bordel. C'est quelque chose dont Verstappen se plaignait déjà un petit peu à Kota l'année dernière. Il est tout à fait probable que c'est le développement de la voiture, de sa philosophie de design qui ait exacerbé ces problèmes. Encore une fois, là je paraphrase ce qu'on disait pilote, mais il y aurait une déconnexion entre ce que fait l'avant de la voiture et l'arrière de la voiture. Quelque chose qui, il y a pas si longtemps, aurait peut-être pu être gommé relativement facilement avec l'utilisation de fric, non pas d'argent, mais de Front and Rear Interconnected Suspension. Mais là, il n'y a pas de cohésion entre les deux trains, ils travaillent pas à l'unisson. Et souvenez-vous, dans une précédente vidéo, je vous parlais de Zandvoort et du fait que l'équipe est expérimentée avec des sols d'anciennes specs, que Verstappen a rené tout le Grand Prix avec le sol de Bahreïn. En soi, généralement, bad vibes, parce que ça veut dire qu'on sait pas d'où vient le problème, et qu'on expérimente, qu'on essaye de retrouver un semblant de stabilité. Et en parlant de stabilité... Bon, on n'est pas sans savoir qu'Adrian Newey est barré, il y en a beaucoup qui pointent du doigt le fait qu'Horner ait montré sa tub, prétendument. Bref, il y en a beaucoup qui vont pointer du doigt l'absence de Newey sur le comment du pourquoi la voiture part en couille. Et ça, malgré le fait que Newey, depuis la Red Bull RB14, donc ça fait depuis 2018 quand même maintenant, c'était pas hier, ne soit plus directeur technique, mais finalement juste superviseur, slash ultra consultant plus de luxe. Il y en a même qui disent, mais encore une fois, ça on sait pas si c'est réel, qu'il était juste garde-fou, un garde-fou qu'on n'écoutait plus vraiment sur la fin. Et moi personnellement je doute de cette théorie. Son départ surprise devrait pas avoir un impact aussi vénère sur la voiture, à moins que ça fait plusieurs saisons déjà qu'il est sideliné, à moins qu'effectivement son accord de non-compete, son gardening leave, soit en fait tenu secret depuis je sais pas moi 1 an et quelques, et que c'est pour ça qu'il ait pu partir sans congé jardinage. Mais ça c'est juste une théorie. Ok, non, on fait pas ça. Et puis, je doute clairement que Newey soit le seul à avoir eu des remontrances sur le concept si
effectivement, il n'était pas aussi bon qu'il n'y paraît. À moins qu'il y ait effectivement un manque de corrélation entre ce qu'ils vivent sur la piste et en simulation CFD et en soufflerie, qui effectivement est une soufflerie relativement ancienne. Donc ça pourrait, en vrai, être pas si con comme théorie. Maintenant que j'y réfléchis à voix haute. Mais ce qui est très très clair, c'est que Red Bull, ils vont pas revenir rapidement. À mon avis, il va falloir qu'ils maximisent à tout prix sur justement les circuits les moins enquiquinants pour la bagnole. Donc, encore une fois, Kota, Losail et Abu Dhabi. Et la plot twist, dernière course de la saison à égalité de points avec Norris. Bon, les divers fumbles McLaren ne changeront pas grand-chose. Le championnat constructeur, à mon avis, c'est baisé. Déjà parce que ça fait trop longtemps que Verstappen fait tout le boulot tout seul. Et ensuite parce que je vois pas Checo se sortir les doigts du cul pour la fin de la saison. Ça, c'est juste moi. À moins vraiment d'un fumble interstellaire ou d'une clarification au niveau de la flexibilité des ailerons avant / un nouveau test, parce qu'il y a des choses qui flottent autour des ailerons avant Mercedes et McLaren. Et à moins que tout le rythme soit là-dedans, ce dont je doute fortement, faudrait vraiment un fumble interstellaire de la part de McLaren, genre 2 doubles DNF sur les 3 dernières courses, pour que le championnat est pas dans leur poche. Et il faudrait que Red Bull aussi fasse un petit doublé, parce que là c'est compliqué en termes de points. Mais la majorité d'entre vous, vous branlez du championnat constructeur en tabassez l'arrêt. Ce qui vous intéresse, c'est qui sera champion du monde cette année. Alors qu'est-ce que Lando 3 brasseurs Norris doit faire pour être champion du monde? Il doit, en moyenne, avoir 8 points de plus que Verstappen par course jusqu'à la fin de la saison. Si il a en moyenne plus de 8 points sur Verstappen, c'est fait, c'est réglé. Norris est un pilote ultra populaire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et je sais qu'ici en France, on aime bien charrier les Anglais, donc bon, c'est vrai que on est beaucoup dans le train à lui envoyer des fions. Après, il y a une nuance entre envoyer des fions et carrément lui envoyer de la haine, ce qui, à mon avis, est complètement contre-productif. Et s'il clutch son premier championnat du monde comme ça va être un grand moment de sport, parce qu'en début de saison, personne ne voyait McLaren ou encore moins Norris à pareille fête. Un gros achievement sportif qui va rapidement être balayé par cette sale pute qu'est l'internet. Et ses réactions, ma foi, toujours très nuancées, bien argumentées, et je mens très fort. Ce qui est certain, c'est que là, actuellement, on a un fight pour le titre sur nos bras. Pour le titre constructeur sûr de sûr, pour le titre pilote quasiment aussi. Alors moi, fan de Red Bull Racing ou pas, je suis très impatient de voir ce que nous réservent les prochains Grands Prix. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Clipidea Clip, vous pouvez nous suivre absolument partout où ça s'affiche. Sauf dans la rue. On est sur Twitch, suivez-nous là-bas. On fait des jeux de vroom vroom et des jeux de pas vroom vroom aussi. On a fait du Star Wars Racer, ce qui est pas techniquement du vroom vroomage. Ça sert plus à rien de me suivre sur cette plateforme de merde qui est devenue TikTok, parce que là-bas je poste que des clips d'ici, donc à moins que vous vouliez voir les mêmes vidéos mais en plus court et pas avec le contexte autour, n'y allez pas. C'est juste désinstaller TikTok, en fait c'est mieux pour vous. Sur Instagram où je pose des photos une fois par an, et surtout sur Twitter où je tweete des trucs aussi importants que ça et aussi parfois que ça. Bref, c'était Clipidea Clip, bisous.